Alors dernièrement, on en entend un peu de plus en plus parler, entre autres, je pense à la Suède, au Royaume-Uni, qui se lance un peu dans la production de vin. Et de manière générale, je pense qu'on est plutôt dubitatif. Mais ça pose quand même la question, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y faire du bon vin? Et même de manière générale, pourquoi y a-t-il certaines régions, appellations, qui sont plus reconnues que d'autres? Qu'est-ce qu'un bon vin? Est-ce qu'on peut faire des bons vins partout? Alors en fait, ça revient à se poser d'autres questions. Ta question est excellente, mais qu'est-ce qu'un bon vin en fait? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon vin? Entre le climat, le terroir, la vinification. Alors en gros, un bon vin, c'est un vin qui est équilibré, qui a une bonne intensité, qui a du goût, ça revient à dire ça, qui a de la longueur en bouche, disparaît pas instantanément, et qui a une certaine complexité. En termes d'équilibre, qu'est-ce que tu entends exactement? Alors l'équilibre, pour moi, l'équilibre c'est un bon ratio entre le caractère du vin, donc la personnalité, l'acidité qui lui donne cette persistance aromatique importante et qui procure un plaisir, un vrai plaisir gustatif. Et chez les vins rouges, on pourrait ajouter les tanins aussi là-dedans? Oui, alors les tanins font partie de l'équilibre, parce que dans un vin rouge, on s'attend à avoir une certaine structure, une charpente. Selon les cépages, il y en a plus ou moins. Mais effectivement, quand on parle des vins rouges, il faut ajouter ce critère supplémentaire dans l'équation de l'équilibre du vin. Ok, donc équilibre, intensité, longueur, complexité, c'est un peu ces quatre caractéristiques qu'on peut utiliser pour parler de bon vin. Ça, c'est du coup le produit fini. Comment on s'assure qu'il sera bon, pour reprendre du début? Alors pour en arriver là, il y a effectivement plusieurs étapes, même s'il y a toujours des aléas, évidemment. Mais déjà, ça se passe au niveau de la vigne. Dès le départ, la vigne, c'est une liane, c'est un être vivant qui a besoin de certaines conditions pour se développer, pour qu'elle puisse puiser dans l'environnement ce dont elle a besoin. Alors il y a le CO2, indispensable, comme pour toutes les plantes, pour la photosynthèse. Il faut de la lumière qui est indispensable pour faire la photosynthèse, notamment pour produire le glucose, le sucre, qui se transformera ensuite en alcool. Il faut de la chaleur, donc les températures. Quand il fait trop froid, elle ne survit pas. En dessous de 10 degrés, elle ne pousse plus. C'est pour ça que pendant l'hiver, elle est en dormance. Elle hiberne un petit peu. Et puis les gelées au printemps, évidemment, ça aussi, c'est un problème qu'on peut avoir de manière assez récurrente. Donc globalement, la latitude à laquelle pousse la vigne, entre 30 et 50 à peu près, degrés de latitude nord et sud, autour de l'équateur. Il faut de l'eau, évidemment, elle est indispensable à la croissance de la plante. Alors soit on l'ajoute, soit la plante va la chercher d'elle-même dans le sous-sol, par ses racines. Et il faut également tous les nutriments nécessaires. Il y a de l'azote, du phosphore, du potassium. Mais il faut un juste milieu. Voilà, les excès, les carences, il faut faire attention à tout ça. Donc on essaye de regarder dans son ensemble le climat, la combinaison température, lumière, eau, que ce soit dans les climats océanique, continental, méditerranéen. Les proportions sont diverses, mais elles sont toutes importantes. Donc il y a toujours cette notion de bon apport de tous ces éléments au bon endroit, au bon moment. Et j'imagine que selon du coup les zones géographiques, bon tu parlais déjà de cette bande autour du globe entre les deux latitudes, mais selon les zones même au sein de cette bande-là, il y a des paramètres supplémentaires qui vont influencer ce qu'on vient de voir. Oh, complètement. Il y a même de nombreux paramètres qui peuvent jouer. Par exemple, il y a l'altitude. L'altitude hyper importante. Les nuits fraîches aident à faire un vin beaucoup plus équilibré parce ça bloque l'acidité dans les raisins. Ça, c'est hyper important. Les courants océaniques aussi qui jouent sur la chaleur, qui apportent un courant d'air chaud ou un courant d'air froid, selon la température habituelle des vignobles, les courants. Il y a l'exposition aussi, bien sûr. Une pente, par exemple. On n'a pas la même exposition à la chaleur à plat dans la plaine ou sur une pente. Évidemment, le nombre d'heures d'exposition au soleil est bien différent selon l'exposition. Donc la luminosité est importante dans ce cas-là. Il y a aussi la proximité avec la mer, la proximité avec un lac.
qui apportent de la luminosité supplémentaire ou des courants d'air qui sont importants et qui jouent sur l'ensoleillement. Qui jouent sur l'ensoleillement par la réflexion Tout à fait. du soleil, oui, c'est ça? Oui, bien sûr. Surtout dans les endroits qui en manquent un peu. Et puis, il y a évidemment le sol. Il y a des sols qui retiennent l'eau et il y a des sols qui drainent hyper bien l'eau. Donc, on n'a pas la même rétention d'eau dans les sols selon qu'il y a de l'argile hyper épais à travers lequel l'eau ne peut pas passer, ou alors du sable, par exemple, qui draine énormément et qui va permettre à l'eau de passer plus facilement. Alors ça, c'est pour tous les paramètres un peu, enfin même complètement naturels, sur lesquels on peut difficilement jouer. Mais le vigneron, il a quand même la main aussi, dans son vignoble, pour améliorer les conditions pour la vigne. Ouais, tout à fait. Alors, seulement sur la conduite de la vigne. Il ne peut pas jouer sur le terroir lui-même, parce que ça, s'il veut rester en AOP, il n'a pas le droit de modifier le terroir. Il n'a pas le droit d'apporter des cailloux pour que ce soit plus minéral. Ça, c'est interdit. Donc, il va effectivement jouer sur la vigne. On peut agir sur la taille de la vigne, par exemple. On peut faire une taille plus courte ou une taille plus longue. On produira plus ou moins de raisins. Moins on produit, plus les raisins seront concentrés et donc plus le vin sera concentré. Par exemple, ça a une vraie incidence. On peut aussi avoir une influence sur la densité de plantation. Selon qu'on plante plus ou moins serré, il y aura une sorte de concurrence de la vigne. Plus il y a de ceps de vigne au mètre carré, et plus les ceps de vigne devront se partager ce qu'il y a à manger et à boire. Donc forcément, il y aura une concurrence. Donc, ils produiront moins, mais ils produiront des raisins de meilleure qualité. Ça, c'est hyper important. Et en fonction de l'environnement aussi, il adapte. Si l'environnement est relativement pauvre peut-être, le sol pauvre ou l'ensoleillement très fort, il va peut-être moins planter que si l'environnement est très riche. Oui, alors il y a effectivement des endroits où la densité de plantation est très aérée. Je pense notamment en Espagne où les sols sont très arides et finalement il y a moins de cèpes par surface que dans des environnements où effectivement la concurrence est importante, sinon le vin produirait beaucoup trop et ce serait dilué. Et ça c'est pour la densité. Est-ce qu'on peut jouer peut-être aussi un peu sur l'ensoleillement, tout ce qui est l'eau aussi ? Oui, tout à fait. Ce que le viticulteur ou la viticultrice peut faire aussi, c'est de jouer sur ce qu'on appelle la surface foliaire. En fait, les feuilles, ok, elles sont là pour la photosynthèse, mais finalement, on peut aussi enlever des feuilles, on appelle ça l'effeuillage, on enlève des feuilles pour que la maturité des raisins se fasse de manière un peu différente, qu'il y ait plus de sucre dans les raisins. Finalement, ça c'est une gestion individuelle qui se fait selon les régions. S'il fait trop chaud, on laisse plus de feuilles. Ça fait des parasols, en gros, c'est ça. Si on a besoin de capter encore plus le soleil, on va laisser les grappes un peu plus bronzées, finalement, pour qu'elles puissent mûrir plus. Et côté sol et eau, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là ? Alors ça, l'irrigation, c'est un vrai sujet. Avec le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet. Les petits plants qu'on vient de planter ont le droit d'être arrosés, mais en général, il y a quelques exceptions, mais en général, en AOP, on n'a pas le droit d'irriguer, parce que quelque part, c'est une modification de terroir. Il faut laisser la pluie irriguer. Donc, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Ça fait partie des aléas dans les années très sèches. Les raisins peuvent être un peu rikiki et pas avoir beaucoup de jus parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau. Ou alors, au contraire, être un peu plus dilué parce que au moment des vendanges, il s'est mis à pleuvoir et les baies grossissent. Et finalement, le jus est un peu dilué et moins concentré. Donc on commence quand même à se dire que selon la localisation géographique et l'environnement, on ne peut pas forcément faire du vin partout. Ça paraît évident, mais c'est bien de le redire. Et après, il y a le mode aussi de vinification, si on suit le processus. Là, en l'occurrence, qui ne dépend pas vraiment du lieu. Non, finalement, on choisit de faire un vin boisé ou pas boisé. Ça, c'est pas tellement dépendant du lieu. C'est sûr que si on a un jus assez dilué, ça sert à rien de le mettre dans un fût de chêne parce que finalement, il n'y a pas vraiment de cohérence de concentration. Il vaut mieux faire un vin en cuve qui sera plus simple et tant pis.
Après, il y a aussi une notion importante, on en reparlera sûrement dans un autre podcast, mais c'est la notion du monocépage ou de l'assemblage. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel le viticulteur a la main, sauf dans les régions qui sont typiquement en monocépage, bien sûr, hein. Mais dans les régions où on utilise la technique de l'assemblage de plusieurs cépages, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel le viticulteur peut avoir la main. Et qui peut du coup changer la qualité derrière du vin, enfin la personnalité en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Et donc, qu'est-ce que tu penses alors des nouvelles régions viticoles, je mets nouvelles entre guillemets, comme la Scandinavie, le Royaume-Uni, la Pologne, il y en a plein hein, dont on parle de plus en plus. En fait, c'est des régions qu'on commence à voir de plus en plus, notamment Grasse, et je mets des gros guillemets à Grasse, parce que le réchauffement climatique, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais on peut dire quand même que ça permet à certaines régions de pouvoir produire de manière plus régulière du raisin propre à la vinification, mais ça permet aussi à d'autres régions finalement d'essayer et de se lancer dans la viticulture. Rien qu'en France, la Bretagne par exemple, qui a produit pas mal de vins de table pendant longtemps, comme plein de régions françaises, on voit que la viticulture bretonne prend une vraie place dans le paysage viticole français, mais notamment grâce au réchauffement climatique. Tu parlais du Royaume-Uni, ça fait déjà un grand moment, ils font des vins effervescents de grande qualité, avec des sols qui ressemblent énormément à la Champagne. Donc il y a même plein de maisons champenoises qui ont investi en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre. En Belgique aussi, il y a une grande histoire du vin en Belgique, notamment grâce aux moines cisterciens qui l'avait implanté, mais qui renaît aujourd'hui. Et alors, est-ce que pour toi, il y a des régions qui sont sous-cotées ? Alors, sous-cotées, ou qu'on voit, qu'on devrait aller regarder, ou qui, grâce à la globalisation, on commence à voir, grâce à des importateurs qui s'intéressent aux vins d'ailleurs, etc. Regarde par exemple au Japon, on produit sur le mont Fuji des vins blancs assez incroyables, avec un cépage qui s'appelle le Koshu. Bon, qui en a entendu parler? Quand on parle du Japon, on parle plus de saké que de vin, mais voilà, il y a des choses intéressantes et des grands viticulteurs qui savent faire des bonnes choses. Mais la Géorgie, par exemple, c'est pas du tout une nouvelle région, mais c'est complètement sous-coté, comme tu dis, parce que c'est le berceau de la viticulture et qu'il y a des vins absolument incroyables, avec des cépages autochtones, qu'on commence à voir un petit peu. Donc ça, c'est intéressant, grâce à l'ouverture d'esprit des gens. La Hongrie, l'Autriche, tout ça, ce sont des pays qui sont des pays producteurs, qu'on commence à voir de plus en plus. Et moi, je m'intéresse à tout ce qui se passe dans le vin, et j'aime bien partager ça, notamment avec nos abonnés qui ont de temps en temps droit à une petite incursion de vin d'ailleurs dans leur box. Je pense aussi à tous ces champions, rien qu'en France, hein, tous ceux qui ont su garder leur identité d'origine sans succomber aux sirènes des cépages qu'on appelle améliorateurs ou plus célèbres parce qu'ils se vendent mieux, hein. On voit qu'avec le réchauffement, finalement, ils ont eu raison de faire confiance aux cépages autochtones, les indigènes de ces régions, qui sont adaptés à leur lieu de naissance. Et finalement, toutes ces régions sont merveilleuses. Il faut fouiller, il faut encourager les petits producteurs, comme dans l'agriculture au sens large finalement, hein, pour s'assurer que l'identité de chaque lieu et de chaque humain qui en a la charge finalement soit bien transcrite à travers les vins. Alors, en dernière question, pour répondre finalement à la grande question, est-ce que selon toi on peut faire des bons vins partout ? Oui. Je suis obligée de dire oui parce que finalement quand on met tous les atouts de chaque côté, à part évidemment on va pas trouver de vin dans le Sahara ou au Groenland, quoique regarde par exemple aux États-Unis on fait du vin dans les 50 États, même en Alaska et même à Hawaï où on peut récolter dans les pays tropicaux 2 récoltes dans la même année, hein. Je dis pas que c'est l'idéal, mais à part ces exceptions un peu extrêmes, oui, on peut faire du bon vin partout si on met les moyens de le faire et qu'on a la philosophie qui correspond et l'envie de bien faire. Voilà donc un vaste sujet qu'on a essayé de vous résumer. On aura sûrement l'occasion d'y revenir au travers des prochains épisodes pour continuer à creuser et comprendre vraiment ce qui fait un bon vin. En attendant, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Cette fois-ci, on change de sujet. On va parler accord mets vin. Encore un vaste sujet à explorer au travers de plusieurs épisodes, j'en suis sûre.
Vous pouvez nous retrouver sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.